J'ai une question pour toi. Selon toi, quelles sont les pratiques e-commerce en 2025 qui marqueront une rupture avec ce que l'on connaît déjà? Est-ce que tu penses que les entreprises sont prêtes à investir et à se transformer? Et surtout, faut-il vraiment tout suivre? Bienvenue dans SutuCast, le podcast de Sutunam, l'agence qui fait passer votre e-commerce à la vitesse supérieure. Aujourd'hui, on décrypte 10 pratiques ou tendances. E-commerce n'est pas sous-estimé en 2025, même si on est déjà en mai. Tu trouveras ici des chiffres fiables, des cas concrets et des bons conseils, alors c'est parti. Le secteur de l'e-commerce est très concurrentiel, alors les marques elles cherchent à se démarquer. Pour ça, elles misent sur des expériences qui sont toujours plus immersives, car elles cherchent à recréer, voire même égaler parfois, l'expérience d'achat en boutique physique. Mais offrir ce niveau de personnalisation et d'efficacité demande des ressources importantes, et c'est là que l'IA peut entrer en jeu. Alors c'est parti, première pratique pour 2025. Pour commencer, on va parler assistants vocaux et recherche par image. Parmi toutes les nouvelles façons d'acheter en ligne, ces deux révolutions sont très discrètes, mais par contre elles sont puissantes et elles s'installent pour de bon. Donc la première, c'est les assistants vocaux et la seconde, recherche par image. Et tu vas voir, ça change radicalement la manière dont tes clients trouvent tes produits. Aujourd'hui, on parle de notre téléphone comme un assistant numérique où on prend une photo d'un produit qu'on a vu dans la rue ou sur Insta pour le retrouver en ligne. Par exemple, plutôt que de taper chapeau de paille à Lyon, maintenant on dirait directement bah Siri, où est-ce que je peux trouver un chapeau de paille autour de moi? Et là, si ton site n'a pas bien fait ses devoirs SEO, il disparaît littéralement de la requête. Déjà en 2023, la FEVAD affirme que 27% des recherches dans l'app Google étaient déjà vocales. Et côté visuel, les outils comme Google Lens et Pinterest Lens explosent. Mais pourquoi on remarque un tel changement d'attitude? Bah déjà parce que c'est plus naturel, parler ou montrer une image c'est presque instinctif, pas besoin de réfléchir à la bonne formulation de phrase. Bah aussi parce que c'est plus rapide, une commande vocale dure 3 secondes alors qu'un tapotement clavier ça dure entre 10 et 30 secondes. Bah d'ailleurs je sais pas toi mais moi je suis la pro pour faire des vocaux de 10 minutes à mes amis parce que c'est plus rapide et plus pratique et aussi bah, parce que tout simplement ça m'arrange quoi. Et aussi donc bah, ces solutions c'est quand même plus inclusif et ça permet aux personnes âgées, aux enfants, aux personnes qui sont pas à l'aise avec la tech ou toutes les autres personnes qui ont des difficultés d'utiliser leur voix ou appareil photo pour trouver la bonne information en un rien de temps. Mais du coup, comment tout ça fonctionne? Bah j'avoue qu'il y a quelques mois, je m'étais vraiment pas posé la question. Et finalement, j'ai fait des recherches. Donc, pour la recherche par image, l'IA elle s'appuie sur l'analyse visuelle et convertit les pixels en données et identifie aussi la forme, la couleur, le motif et elle proposait ensuite des résultats similaires. C'est pour ça que si tu prends en photo un sac dans le métro, tu peux tomber sur plusieurs marques qui proposent le même style de sac. C'est un peu une sorte de Shazam du shopping, mais pour le coup, ça propose plusieurs trucs, donc c'est quand même cool. Et ensuite, pour la recherche vocale, c'est de l'analyse linguistique, c'est-à-dire que l'IA va capter ta voix, elle isole les mots-clés et elle comprend le sens général de ta phrase. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'elle sait interpréter le contexte. Lieu, heure, historique. Par exemple, si tu demandes où acheter une veste imperméable près de chez moi avant 18h, eh ben, elle va comprendre que tu cherches vite, donc avant 18h, et proche de toi. Mais du coup, niveau e-commerce, ça complexifie un peu le processus de mise en ligne des articles parce qu'en fait, il faut réfléchir et repenser tout le processus. Mais t'inquiète pas, je te propose des outils qui vont beaucoup t'aider. Si on prend la recherche vocale, déjà, il va falloir que tu oublies le SEO à l'ancienne, celui où on répète genre 3 fois par paragraphe chaussures pas chères. Ça, c'est fini. Avec la recherche vocale, maintenant, il faut utiliser des phrases longues et naturelles. Il faut que tu structures ton contenu pour qu'il réponde à des questions concrètes et que tu travailles ton ton conversationnel. Par exemple, essaie de te mettre dans la peau d'un vendeur qui connaît bien son client. Et pour t'aider, tu peux utiliser ChatGPT avec un bon prompt dans le style réécris-moi ce texte dans un ton naturel, humain, fluide, comme si tu parlais à un client en magasin. Tu peux aussi utiliser la plateforme Also Asked pour te générer un arbre de questions que les internautes se posent à propos d'un produit ou d'un sujet. Par exemple, si tu tapes dans la plateforme, si tu tapes chaussures de randonnée, tu auras des réponses comme quelle chaussure de randonnée pour débuter, comment choisir sa pointure en chaussures de randonnée, enfin toutes les questions relatives vraiment à un produit ou à un sujet. Et donc ça va t'aider à identifier les questions que potentiellement pourraient se poser tes internautes, enfin tes utilisateurs du coup et tes potentiels clients. Et aussi pour peaufiner ton ton conversationnel, tu peux utiliser la transcription vocale avec Whisper, tu parles et tout s'écrit. Ensuite, si on passe à la recherche par image, il faut absolument des visuels clairs et de bonne qualité. Il faut que tu multiplies les angles de vue pour aussi permettre une bonne détection des formes similaires
et renseigner les balises alt et les métadonnées produits. Tu peux utiliser Canva Pro et IA Magic Studio pour créer des mock-ups produits, enlever les fonds des photos, puis ajuster, améliorer et éclaircir les images. Ou alors dans la conférence qu'on a réalisée au Meet Magento 2025 à Paris en mars dernier, on évoquait l'utilisation d'Adobe Firefly qui est vraiment pour nous l'outil le plus efficace pour ce genre d'utilisation. Pour tout ce qui est balises, utilise le logiciel Screaming Frog qui est hyper complet, même en version gratuite, qui te scannera tout ton site pour repérer les balises alt manquantes et te montrer les images non optimisées sur ton site. Alors oui, ça prend un peu de temps, mais le jeu en vaut la chandelle et puis une fois que tu auras mis ces processus en place, ça ira tout seul et très vite. Mais est-ce que tous les e-commerçants sont concernés ? Eh bien, clairement, oui. En fait, pour tout ce qui est mode, déco, high-tech et cosmétique, c'est très visuel, très contextuel, donc pour le coup, c'est bien de s'y pencher. Et si jamais tu décides de ne pas t'adapter à ces nouvelles pratiques émergentes, c'est simple, tu loupes un canal entier de recherche, tu perds en visibilité et donc moins de trafic, moins de conversion, c'est un engrenage vicieux. Et tout ça, c'est pas tant Google qui te punit ou qui te met pas en avant parce qu'il n'apprécie pas la façon dont tu développes ton SEO, c'est juste que tes produits à terme, ils seront plus trouvables. Bon, c'était une partie un peu balèze, mais pour résumer, la recherche vocale et la recherche par image, elles deviennent mainstream, elles rendent l'expérience client plus fluide, plus intuitive, plus inclusive, surtout plus pratique en général, et donc, elles nécessitent un peu de s'y intéresser. Allez, on passe à la tendance suivante, c'est l'IA au service du parcours utilisateur. Maintenant, l'intelligence artificielle ne se contente plus de répondre, elle accompagne, elle recommande et elle personnalise les contenus. Et aussi, elle anticipe et elle devine ce que tu veux avant même que tu le formules. Selon McKinsey, les entreprises qui utilisent l'IA pour personnaliser l'expérience client voient leur taux de conversion grimper de 15% en moyenne. Et je vais t'expliquer pourquoi. On commence avec les IA conversationnelles, en particulier les chatbots. Il y a encore quelques années, c'était franchement basique, les chatbots, maintenant tout le monde en a, enfin presque, et les réponses étaient toutes faites et pas forcément pertinentes, donc finalement on s'y référait pas trop. Mais maintenant, avec les LLM comme GPT, on parle de vrais assistants conversationnels qui sont intelligents. Ils sont maintenant disponibles 24 heures sur 24, ils peuvent tenir une conversation avec quelqu'un pendant très longtemps et une vraie conversation avec des réponses pertinentes, et surtout ils peuvent aussi vendre un produit. En 2023, 62% des consommateurs se disaient prêts à interagir avec un bot pour améliorer leur expérience client. Et c'est pas juste de la théorie, selon ActuIA, 31% des clients passent commande ou suivent leur livraison via un chatbot et 28% gèrent directement leur retour ou échangent avec lui. Donc ils ont vraiment une place centrale dans l'expérience client. Ce succès des chatbots, il est dû à la popularité de l'immédiateté. On sait que 45% des clients veulent une réponse en 30 secondes, tout de suite et pertinent. Et un bon bot peut te répondre à peu près en 2 secondes, 3 secondes, là où un humain te répondra en plusieurs heures. En plus, côté entreprise, c'est bénef, le bot absorbe les requêtes simples comme les suivis, les horaires, les retours, ce qui libère du temps aux conseillers pour se concentrer sur des cas un petit peu plus complexes. Et en 2023, on estime que les chatbots ont économisé plus de 2 milliards d'heures de travail en service client. Et certaines boîtes vont encore plus loin. Par exemple, Klarna a annoncé que son IA gérait 2/3 des conversations clients, soit l'équivalent de 700 conseillers humains. C'est énorme. On enchaîne avec un autre levier, les recommandations. L'IA ne fait pas que répondre, elle personnalise ton expérience. Imagine que tu es sur un site de mode, tu regardes des baskets trop chouettes et puis tu reviens 2 jours plus tard et là on te propose exactement le même modèle dans ta pointure avec une promo flash. C'est une coïncidence selon toi ? Moi je crois pas. Mais comment ça se fait ? L'IA croise ton historique de navigation, ton comportement d'achat, ton profil avec des milliers d'autres comme le tien. La recommandation elle est donc ultra ciblée, elle est souvent perçue comme un bon conseil plutôt qu'un push commercial. Et chez Amazon, ces systèmes de recommandation dopés à l'IA représentent jusqu'à 35% du chiffre d'affaires. Et quand les clients acceptent tes cookies, on sait que c'est un peu un deal implicite en mode « Ok, tes cookies, je les accepte, maintenant tu me connais, tu sais ce que je veux, et maintenant je t'écoute. » Et donc finalement, les bonnes offres arrivent à eux. Là où c'est encore plus fort, c'est quand l'IA devient proactive dans ses recommandations. Imagine, t'es sur un site internet et t'es sur le point de le quitter sans acheter. L'IA va le sentir et elle va t'afficher une offre de dernière minute. C'est un peu la dernière chance pour elle, elle donne tout. Il y a aussi les cas où quand t'es un client fidèle et que tu réalises un achat sur un site d'une marque, et directement après, t'as des petites offres, des petits bons de réduction pour te faire revenir. Moi, ça me le fait typiquement avec Aromazone. J'achète quelque chose, je peux être sûre qu'une semaine après, j'ai un super bon d'achat qui m'incite
du coup à y retourner quoi. Et côté outils, pour ceux qui veulent s'y mettre, voici quelques noms à connaître. Il y a Tidio, c'est une solution de chat en ligne, un chatbot en fait tout en un qui est simple à intégrer. Il y a aussi Zendesk, c'est une plateforme de service client qui aide les entreprises à gérer leur interaction avec les clients, que ce soit par mail, en chat en ligne, téléphone, réseau, FAQ, tout ça. Et tu peux aussi utiliser Nosto qui te permet d'intégrer des recommandations intelligentes. Mais pour ça, j'ai fait des petites vidéos sur les réseaux sociaux, donc je t'invite à aller voir sur LinkedIn. Mais attention, trigger warning, la personnalisation elle doit rester bien dosée parce que sinon elle devient trop intrusive. Tu dois quand même laisser l'utilisateur maître de son parcours, choisir par lui-même. Et aussi parfois il faut se l'avouer, mais un bon chatbot c'est aussi celui qui sait passer la main à l'humain. Parfois il ne peut pas intervenir et hop, il faut qu'il lâche la rampe un peu et qu'il donne le contrôle à un vrai humain derrière pour qu'il nous conseille bien. En résumé, l'IA, elle améliore l'expérience client sur tous les plans, elle permet réactivité, fluidité, pertinence, à condition d'être bien maîtrisée, et elle augmente du coup nécessairement la conversion et la performance du site. On passe au sujet suivant, la réalité augmentée et la réalité virtuelle. En 2025, la frontière entre expérience physique et digitale, elle continue encore de s'estomper, et la réalité augmentée, donc l'AR, ou encore la réalité virtuelle, la VR, ne sont plus des gadgets, mais ce sont des véritables leviers business. Et je t'explique pourquoi. La réalité augmentée, l'AR, permet aux consommateurs de visualiser un produit chez eux à taille réelle depuis leur téléphone. Meubles, déco, électroménager, maquillage, lunettes, tout ce que vous voulez, tout devient essayable avant l'achat. Par exemple, grâce à Ikea ou encore Maison du Monde, tu peux placer virtuellement un canapé ou une armoire ou n'importe quoi dans ton salon pour voir si ça rend bien. Et c'est pas qu'une simple démo technique, on voit que les produits enrichis avec de l'AR génèrent un taux de conversion 94% plus élevé qu'un produit classique. Et ça, c'est Shopify qui le dit. La réalité virtuelle, donc la VR de son côté, elle permet de visiter un showroom 3D ou un magasin en immersion. Dans le luxe, par exemple, il y a Dior et Louis Vuitton qui ont fait déjà leur flagship. Donc en gros, c'est un espace virtuel qui est accessible en casque ou directement dans un navigateur. Et en vrai, ça fonctionne parce que typiquement, la boutique virtuelle de Dior, elle a enregistré un taux de conversion de 75% sur ses visiteurs les plus qualifiés. Pour continuer encore dans la lancée des chiffres, en France, près d'un consommateur sur deux utilise déjà régulièrement la réalité augmentée, notamment via les réseaux sociaux comme Snap, Insta ou TikTok. Et en fait, les filtres, maintenant, ils ne servent plus vraiment qu'à jouer. Il y a même des marques comme Fanta qui se sont mis à faire des filtres sur Snapchat. Mais maintenant, c'est des vrais outils de vente. Par exemple, si on outrepasse la dimension des réseaux sociaux, il y a aussi la réalité augmentée qui a été intégrée maintenant directement aux fiches produits. Comme avec Sephora par exemple qui propose d'essayer son maquillage en live caméra donc directement sur la page produit et en fait on voit clairement les retombées et son taux de conversion a été multiplié par 3. Ce qui change en 2025 c'est la maturité des outils. Il y a des plateformes comme Shopify, PrestaShop ou encore Magento qui proposent des intégrations AR et VR clés en main. Tu as Shopify AR qui propose des vues 3D et expériences AR via Safari. Sur Magento, tu peux utiliser Trekit qui propose un configurateur 3D, AR et VR qui permettent la personnalisation d'un produit en temps réel qui s'intègre via API ou plugin. Et surtout, la demande client est là. 79% des consommateurs veulent pouvoir interagir avec un produit en réalité augmentée avant d'acheter selon une étude Snap et Ipsos. Finalement, pour conclure cette partie, la réalité augmentée, on voit vraiment que ça ouvre une brèche et que c'est super intéressant de s'y pencher parce que en fait, c'est en train de redéfinir l'e-commerce. Maintenant, on vend plus un produit, on vend une projection, une expérience, un usage et ça, c'est vraiment un game changer. Bon, la prochaine tendance, c'est le commerce social et plus précisément le live shopping. Donc, le commerce social, en d'autres mots, le fait d'acheter sur les réseaux, donc TikTok, Insta, Pinterest, Facebook et j'en passe, c'est plus un usage marginal. C'est une réalité qui s'impose de plus en plus dans les habitudes d'achat. Et selon une étude menée par Eden et Esteval, en 2024, 30% des Français ont déjà effectué un achat via un réseau social et ce chiffre grimpe à 50% chez les 16-26 ans. C'est énorme. Franchement, je m'y attendais pas parce que c'est vrai que moi, c'est pas un truc que je fais vraiment, mais en tout cas, les chiffres sont là. Mais ici, on va se pencher plus particulièrement sur le live shopping, qui est le fait de pouvoir acheter un produit qui est présenté pendant une vidéo en streaming, c'est-à-dire une vidéo en direct, où souvent c'est pas l'intermédiaire d'un influenceur qui propose
des démonstrations de produits. C'est un peu une sorte de téléachat. Et ce qui rend efficace ce format et ce qui le rend très intéressant aussi, c'est le fait qu'il combine plusieurs levées d'engagement. Il y a déjà l'exclusivité des offres dans le temps, parce que elles sont disponibles, ces offres, que sur le live, et souvent c'est très intéressant. Et il y a aussi le côté interactivité avec l'influenceur, on peut lui poser des questions, on peut voir ce qu'il nous dit en fait sur le produit, comment il l'utilise et ce qu'il nous conseille. Et surtout, en général, on a quand même une confiance envers cet influenceur, on le suit, on sait qui c'est, et donc on va suivre automatiquement ce qu'il nous recommande et on va être influencé. Donc c'est très intéressant de voir ça de ce point de vue-là. Et aussi l'instantanéité de l'achat, c'est-à-dire qu'il faut très peu de clics pour finaliser un achat sur ce type de format. Je vous expliquerai un petit peu plus tard comment ça se passe. Mais en tout cas, c'est très rapide, très simple. Donc pourquoi ne pas le faire? Et pour l'anecdote, il y a un sac Hermès qui s'est vendu 15 000 € en live en France sur OneNote. C'est énorme. Pour les marques qui souhaitent se lancer, on a plusieurs plateformes qui permettent aujourd'hui aux utilisateurs d'acheter en temps réel sans quitter le flux de diffusion. En fait, c'est un peu une solution in-app. Il y a TikTok Shop qui est l'une des plus avancées, donc elle propose complètement une expérience in-app. Depuis la découverte du produit jusqu'au paiement, on ne quitte pas l'application. Il y a Instagram et Facebook via Meta Commerce Manager qui offrent aussi ce type de fonctionnalités de live shopping et qui sont particulièrement efficaces auprès d'une cible un peu plus âgée quand même. Et il y a aussi YouTube qui fait des liens vers Google Shopping ou Shopify et qui complète l'écosystème, tout comme d'autres solutions plus spécialisées comme OneNote ou Cast TV qui permettent une intégration directe sur les sites e-commerce. Mais je pense qu'il y a quand même des choses auxquelles il faut faire attention. Déjà, le live shopping, c'est pas juste brancher une caméra. Il faut s'assurer que le paiement soit ultra fluide et sécurisé, que le stock aussi doit être suivi en temps réel parce que si vous vendez des produits que vous n'avez plus, ça coince. Il faut aussi que la qualité du streaming soit nickel, que ce soit audio ou visuel. Et en fait, le tout doit s'intégrer dans une stratégie cohérente et omnicanale avec votre marque. C'est très important de suivre une ligne éditoriale. Et aussi, il faut vraiment tenter d'avoir un rendez-vous régulier, bien marketé et scénarisé pour maintenir une cohérence et une régularité. Et pour le coup, l'animateur du live, il joue un rôle clé dans la réussite du format. Donc vraiment, prenez votre temps pour bien le choisir, le ou la. Et il n'est pas simplement là pour présenter un produit, mais aussi pour guider, conseiller, rassurer, en fait créer une véritable connexion avec l'audience. Son objectif, il est double. Donc il doit informer et convaincre. Il doit connaître les produits, savoir répondre aux questions en temps réel et spontanément, orienter les choix des acheteurs selon les préférences, selon les types de personnes qui est en face, selon les besoins des personnes. Il doit créer l'envie, il doit déclencher l'acte d'achat au bon moment. Les appels à l'action, d'ailleurs, elles sont intégrées de manière fluide dans les plateformes. Par exemple, sur TikTok, l'utilisateur, il peut cliquer sur le produit présenté, il peut l'ajouter au panier et il peut finaliser son achat, donc, comme je vous ai dit plus tôt, sans quitter l'application. Donc ça, franchement, c'est quand même un sacré point. Voilà, en tout cas, ce point-là, il est très populaire dans les pays asiatiques, bientôt en France. Et ça a déjà commencé comme on l'a vu au début, mais c'est pas encore tout à fait mainstream comme on a pu le voir avec certaines pratiques. Mais qui sait, peut-être en fin d'année, on aura déjà des présentateurs virtuels avec une traduction en temps réel pour que tout s'étende à l'international, et aussi pourquoi pas une IA Analytics qui pourrait conseiller en live le vendeur et pourquoi pas recommander des choses personnalisées à tout utilisateur. Donc ça pourrait être super intéressant et peut-être que ça existera un jour. Donc dis-moi ce que t'en penses. Autre tendance, les paiements simplifiés et les abonnements premium. Bon, je sais ça existe depuis longtemps tout ça, mais n'empêche que chaque année, on a des évolutions. Déjà en France, la carte bleue, carte bancaire plutôt, elle reste reine. 89% des acheteurs l'utilisent. Mais la vraie tendance, c'est quand même la fluidité, c'est-à-dire le fait de pouvoir payer en un clic. Il y a Apple Pay, Google Pay, PayPal, OneTouch, il y a tout ça, vous les connaissez. Et ça, c'est vraiment pour les utilisateurs. Moi, la première, on veut plus créer de compte, on veut plus ressaisir d'informations, on veut pas réfléchir, on veut que ce soit rapide et pratique. Pour moi, le paiement idéal, c'est vraiment un swipe, un scan, un Face ID, un bouton acheter maintenant, tout est fait, c'est rapidos. Mais aussi, 91% des acheteurs veulent trouver leur moyen préféré affiché dans les propositions de paiement. Et il y en a même la moitié qui abandonnent un panier si c'est trop compliqué pour eux ou s'ils ne retrouvent pas leur solution préférée de paiement. Donc voilà, il faut vraiment intégrer des solutions les plus diverses possibles, avoir le plus de choix possible
Et en fait, le fait d'intégrer de telles solutions, ça réduit considérablement les abandons de panier. Donc franchement, pourquoi ne pas le faire? Aussi, on voit apparaître de nouveaux réflexes d'achat, le paiement fractionné qui booste le panier moyen, qui incite aussi les personnes qui d'ordinaire ne pourraient pas se permettre des petits achats spontanés. Et même la crypto s'invite. Par exemple, on avait vu, c'était Showroom Privé, Printemps et Sephora qui testaient les paiements en Bitcoin via l'Easy. Donc c'est pas encore mainstream, mais ça bouge et c'est une petite brèche qui s'ouvre. Un autre levier clé en 2025, c'est l'abonnement premium. Bon, je sais qu'il existe depuis longtemps, mais bon, maintenant il s'agit plus seulement d'une question de fidélité, mais vraiment d'un modèle économique complet. Par exemple, Amazon Prime, c'est vraiment le premier à avoir fait ça et compte aujourd'hui plus de 11 millions de membres en France avec un panier annuel moyen de 3 712 €. C'est énorme. Alors que les non-abonnés, eux, comptent un panier de 945 €. Donc finalement, on voit que ça incite vachement à l'achat. Et l'expérience client, elle y est ultra optimisée. Les paiements sont en un clic, la livraison est offerte, la gestion de retour est simplifiée. En fait, tout est pensé pour favoriser l'achat récurrent et minimiser la friction à chaque étape du parcours client. En fait, les marques qui misent sur ce type de programme, elles comprennent qu'un client abonné commande en moyenne 3 à 4 fois plus, il reste fidèle et il consacre parfois la moitié de son budget e-commerce à une seule enseigne. Et donc là, on rebascule côté paiement et je vous propose quelques outils pour les e-commerçants. En 2025, il est essentiel d'intégrer des modules de paiement performants, simples à implémenter et capables de proposer une large palette de solutions. Déjà Payplug qui propose une intégration Insight avec pas mal de modes de paiement comme par exemple Apple Pay. On a aussi Stripe, on a Molly et on a aussi Floa ou Alma qui sont bien pour du 4 fois sans frais et ce qui est très bon pour convertir des paniers assez élevés finalement. En fait, l'important c'est pas seulement d'offrir plus de moyens de paiement, mais vraiment les bons moyens adaptés à ta cible et intégrés de façon fluide à ton écosystème e-commerce. Aujourd'hui, tu n'as plus le droit d'avoir un processus de paiement lent, complexe ou daté. L'expérience de paiement, c'est un levier de conversion et de fidélisation et du coup, c'est à toi de le rendre aussi simple qu'un swipe, donc à toi de choisir la bonne solution adaptée à ton site encore une fois et à ta cible. Pour la 6e tendance, on va parler omnicanalité et expérience hybride. Je vous explique ça dans un instant. Maintenant, on peut clairement dire que le commerce physique et digital ne s'opposent plus, mais ils s'imbriquent. En fait, le magasin, c'est plus trop un simple point de vente, mais ça devient vraiment un point de contact dans le parcours client qui démarre par exemple sur Insta, continue ensuite vers une application mobile et se termine chez les personnes via une livraison. Et ça, c'est le commerce omnicanal. Et dans cette logique, le téléphone est devenu l'interface centrale de l'expérience puisque 46% des consommateurs utilisent leur téléphone pour comparer les prix, lire les avis ou vérifier la disponibilité d'un produit. Donc le téléphone, c'est un peu la télécommande du e-commerce. Donc avec ce constat, les enseignes n'ont plus le choix et doivent proposer une expérience fluide et hybride qui connecte tous les canaux, donc web, mobile, point de vente, service client. En fait, tout ça, ça doit se faire de façon cohérente, sinon ça n'a plus de logique. En magasin, on digitalise de plus en plus. Le vendeur n'est pas remplacé, mais il est plutôt assisté. En fait, l'IA, elle peut désormais visualiser l'historique client, recommander des produits complémentaires ou adapter le discours de vente. On voit maintenant qu'il y a des QR codes ou des bords interactifs qui permettent de retrouver un produit en rayon ou encore commander une taille indisponible ou accéder à un tuto d'installation en rayon, c'est-à-dire un tuto qui, dans un magasin d'ameublement ou de bricolage, montre comment installer telle ou telle pièce. Mais il y a certaines enseignes qui vont vraiment plus loin. Si on prend Zara par exemple, dans le magasin Stratford à Londres, il y a un espace dédié qui permet aux clients de retirer leur commande en ligne le jour même ou le lendemain grâce à un système automatisé qui utilise des QR codes ou des codes PIN. Aussi, il y a des miroirs interactifs qui sont équipés de la technologie RFID et qui suggèrent des looks complets en fonction des articles essayés, donc ça enrichit carrément l'expérience en magasin. Il y a aussi Leroy Merlin qui a adopté une approche omnicanal en intégrant des canaux physiques et numériques. En fait, ils ont constaté que 52% du chiffre d'affaires en magasin est influencé par le digital. Ça souligne vraiment le besoin des clients d'être accompagnés à chaque étape de leur parcours client, qu'ils soient en ligne ou en magasin. Donc, ils ont mis en place des dispositifs pour justement les accompagner de A à Z. Et si on parle de répercussions business, selon la Harvard Business Review, un client omnicanal dépense 4% de plus en magasin et 10% de plus en ligne qu'un client monocanal. Et le panier moyen est en moyenne 30% plus élevé chez les clients multicanaux. On passe directement au 7e sujet, et pas des moindres, la durabilité et les pratiques éthiques. 73% des Français disent vouloir consommer plus responsable, c'est-à-dire acheter mieux, soutenir les circuits courts et faire attention à l'impact écologique.
Mais dans les faits, les ventes Chine explosent, Temu cartonne, les colis low cost continuent d'arriver vraiment à toute vitesse partout. Et le paradoxe, c'est que le consommateur veut du durable, mais il le veut vite et pas cher. Alors comment on s'en sort en tant que marque e-commerce ? La réponse, elle tient en un mot, transparence. En fait, tu peux pas toujours rivaliser sur les prix, mais tu peux rassurer, expliquer et assumer. Ce que les consommateurs attendent vraiment, c'est qu'on leur montre ce qu'on fait, on affiche l'origine des produits, on décrit la logistique, la production locale ou pas, transport, et aussi on mentionne les partenaires, les conditions de fabrication, les conditions en général en fait. Et pour aller plus loin, tu peux aussi proposer un QR code sur l'emballage ou la fiche produit pour que le client puisse suivre toute la chaîne de production de A à Z. Et ça, c'est concret et ça permet d'installer la confiance entre le client et la marque. Mais soyons honnêtes, la durabilité, ça reste quand même une démarche minoritaire parce qu'elle séduit surtout certaines cibles. Les urbains, cadres, 30 à 45 ans, et surtout dans les milieux comme la mode, la cosmétique ou l'alimentaire. Mais c'est pas une raison pour faire semblant, et le greenwashing, ça se voit et les consommateurs ne sont pas dupes. Si tu peux pas faire 100% éthique, sois 100% honnête. Et c'est cette transparence, même imparfaite, qui fera la différence. Bon, c'était une partie un peu courte, mais si tu veux qu'on la développe un petit peu plus pour plus tard, n'hésite pas à nous le faire savoir. On passe à la partie 8 qui concerne l'IA et la chaîne d'approvisionnement. Si tu pensais que l'IA se limitait à recommander des produits ou à rédiger des pubs, détrompe-toi. En 2025, elle travaille aussi dans l'ombre, en coulisses, et permet un vrai gain de temps. Ici, on parle de chaîne d'approvisionnement, de gestion de produits, des stocks, des traductions, bref, tout ce qui fait tourner une boutique sans même que le client ne s'en rende compte. Ici, on parle de l'IA au sein de l'ERP ou au sein de la PIM. Par exemple, pour l'ERP, c'est vraiment la nouvelle formule magique pour prédire les ventes, ajuster les niveaux de stock en temps réel, éviter les ruptures et optimiser les réassorts. L'IA va vraiment aider sur tous ces points-là. Alors que pour la PIM, ici, on va parler plutôt de génération automatique de fiches produits, d'enrichissement des données, classification instantanée et même résumer les avis clients. Par exemple, la solution française Akeneo, qui est une solution PIM, a intégré en 2024 une IA générative qui est capable de créer des descriptions produits qui sont hyper complètes en quelques secondes. Elle est traduite aussi en plus de 50 langues, elle classe des milliers d'articles dans la bonne catégorie dès l'import fournisseur et elle corrige même des incohérences de données. Genre, par exemple, une des unités, des doublons, des attributs qui manquent et tout. Enfin, vraiment, c'est ouf. Mais ça s'arrête pas là. L'IA, elle s'invite aussi dans les entrepôts et la logistique de préparation. Certains centres logistiques utilisent déjà des commandes vocales intelligentes pour guider les préparateurs de commandes en temps réel. En gros, tu mets ton casque et l'IA te dicte le chemin le plus optimisé dans les rayons et aussi quoi prendre, combien il faut en prendre et où exactement les prendre. Le résultat, c'est qu'il y a moins d'erreurs, des gains de productivité jusqu'à 25% et une formation des équipes ultra rapide. Autre exemple, si on prend la gestion du flux des camions, l'IA elle peut analyser en temps réel les prévisions d'arrivée, optimiser les créneaux de déchargement et réguler le trafic au quai, comme un peu un chef d'orchestre. Il y a même certaines plateformes qui couplent ça avec de la vision par ordinateur pour détecter les véhicules, contrôler les plaques, anticiper les temps d'attente et fluidifier les opérations. Ici, le gain de temps il est compté en heures chaque jour pour des transporteurs et des équipes logistiques. Le vrai bénéfice de tout ça, c'est que les équipes peuvent se concentrer sur la stratégie, l'assortiment et la cohérence de l'offre au lieu de passer du temps à saisir des données par milliers à la main ou courir encore dans l'entrepôt pour chercher une catégorie d'articles, un article ou je ne sais quoi. Et les chiffres confirment l'impact. 27% des tâches actuelles pourraient être automatisées par l'IA d'ici 2030 et l'IA générative, elle augmente la productivité de 33% en moyenne et par employé. C'est énorme. Alors maintenant, on parle sécurité. Moi, la première, je pensais que les cyberattaques concernaient uniquement les grandes entreprises, mais en fait, pas du tout. En France, 43% des cyberattaques elles visent les PME et 6 sur 10 ferment dans les 6 mois qui suivent une grave attaque. Dans le e-commerce, c'est encore plus critique parce qu'on manipule des données personnelles, des paiements, des adresses et tout repose sur une seule chose, ton site web. La moindre faille, elle peut avoir des conséquences désastreuses. Ça peut être juste un plugin qui n'est pas mis à jour, un mot de passe qui est trop simple ou un accès admin exposé. Et là, c'est la porte ouverte au ransomware, détournement de paiement ou encore des fuites de données clients. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il y a des fondamentaux à ne pas négliger et qu'on peut mettre en place pour éviter d'avoir tout ça ? Eh bien, oui, il y en a quelques-uns dont je vais te faire part. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a des fondamentaux à ne pas négliger. Je te fais une petite liste, sors le calepin et note tout. Ton site, il doit absolument être en HTTPS. Ça, c'est vraiment non négociable. Tu peux par exemple l'activer gratuitement avec Let's Encrypt.
Ensuite, tu peux mettre en place la double authentification, surtout pour les accès critiques comme l'admin d'un back-office. Les sauvegardes aussi, elles doivent être automatiques, régulières et surtout stockées hors ligne. Si ton hébergeur t'offre des sauvegardes internes mais qu'elles sont toutes sur le même serveur, elles seront elles aussi chiffrées en cas d'attaque. Du coup, il faut un plan B. Aussi, tu dois mettre en place une surveillance continue. Il y a un outil qui s'appelle Uptime Robot qui permet d'être alerté au moindre bug ou au comportement anormal. Et surtout, il faut que tu fasses tes mises à jour minimum chaque mois. Une faille non patchée, c'est comme en gros laisser ta porte grande ouverte avec une pancarte qui dit servez-vous, rentrez, n'hésitez pas. Sur Magento, tu peux utiliser un outil gratuit d'analyse de sécurité. En fait, il va te donner une analyse de sécurité de ton site et t'indiquer les patchs à appliquer. Pense aussi à désactiver les chemins d'admin classiques comme /admin/backoffice. Les robots malveillants les scannent en continu. Sur WordPress, installe un firewall type WordFence et désactive l'installation de plugins non vérifiés. Sur PrestaShop, vérifie bien les permissions de fichiers, désactive l'installation automatique de modules et scanne ton code source à la recherche d'éventuelles injections. Mais au-delà des outils, il faut aussi former les équipes. Un simple clic sur un lien frauduleux peut suffire à infecter tout ton réseau. En 2024, selon l'ANSSI, les violations de données ont bondi 72% et les demandes d'assistance cybersécurité des PME ont explosé. Et pourtant, un tiers des e-commerçants français ne sauraient pas quoi faire en cas de cyberattaque. Il faut donc anticiper. Mets en place un plan d'action, qui contacter en cas d'accident, comment couper les accès, où sont tes sauvegardes et comment informer tes clients sans perdre leur confiance. Pense aussi à surveiller les comportements suspects, par exemple un pic d'échec de connexion, une création massive de comptes ou des redirections douteuses sur les pages de paiement. La vérité, c'est que la cybersécurité est désormais une composante essentielle de la performance e-commerce. C'est plus un détail technique, c'est vraiment une condition de survie. Bon allez, on fait la next et la dernière tendance, l'ETL ou encore la star de l'ombre. T'as un site Shopify, une PIM, un ERP et un CRM, ok super, t'as tout ce qu'il faut. Par contre, si tout ça, ça se parle pas, ça communique pas, en fait c'est comme un peu avoir une équipe de rêve qui se comprend pas. Et c'est là que les ETL changent la donne. ETL, E comme extract, T comme transform et L comme load. En fait, il permet de faire communiquer tous tes outils ensemble. L'e-commerce en 2025, c'est un écosystème qui est ultra connecté et le vrai défi, c'est pas juste d'avoir un maximum de données et de les collecter, c'est en fait de les faire circuler de façon intelligente, fluide et surtout en temps réel. Les produits, les commandes, les stocks, les clients, les retours, les factures, tout doit être synchronisé, sans friction, sans copier-coller. Et c'est là qu'interviennent les ETL. 3 étapes clés pour extraire la donnée d'une source, les transformer, donc les nettoyer, les normaliser, les enrichir, et puis ensuite les injecter ailleurs automatiquement. Mais c'est plus juste une mécanique de transfert, parce que maintenant l'intelligence artificielle s'invite dans le process et elle décuple son efficacité. Grâce à l'IA, les ETL ne se contentent plus de déplacer des fichiers, ils comprennent les données, les contextualisent, les enrichissent. Par exemple, une IA intégrée peut détecter automatiquement des incohérences dans les libellés, elle peut corriger des unités de mesure, elle peut traduire des descriptions produits ou encore elle peut anticiper des ruptures de stock et du coup proposer des réajustements dynamiques en fonction des flux. L'IA, elle permet aussi de rendre les transformations plus intelligentes. Elle identifie les doublons, elle pré-remplit des champs manquants, elle harmonise les flux et elle crée même des règles d'automatisation personnalisées à partir de ton historique métier. C'est ce qu'on appelle l'ETL augmenté. En termes d'outils, ça évolue aussi. En open source, tu as des plateformes comme N8N qui deviennent de plus en plus puissantes avec des modules IA intégrés. Côté SaaS, tu as des solutions comme Make, Try.io ou Kiboola qui intègrent désormais des briques IA génératives qui peuvent suggérer des mappings automatiques ou encore générer des scripts de transformation via un simple prompt façon ChatGPT. Le résultat, c'est que tu peux gagner jusqu'à 50% de temps sur les opérations back-office, réduire drastiquement les erreurs humaines, accélérer les mises à jour catalogue et surtout scaler ton business sans embaucher 3 assistants pour faire la saisie manuelle toute la journée. Et surtout aujourd'hui, les commerçants qui performent, ce sont plus ceux qui ont des bons outils. Bien sûr, ils ont des bons outils, mais ils ont aussi la bonne orchestration de la donnée avec intelligence, logique, et du coup, ça la rend vivante, exploitable et mobile. La donnée, en fait, elle devient maintenant un actif stratégique, mais à condition qu'elle soit bien traitée. Si tu gères encore les exports de commandes à la main ou que tu roules tes systèmes avec des tableurs, il est grand temps de passer à l'étape suivante. Mon conseil, c'est de commencer par des cas d'usage simples. Par exemple, automatiser la mise à jour de ton stock entre ton ERP et ton CMS. Puis itère. Le TL dopé à l'IA, c'est pas juste un outil technique, mais c'est une colonne vertébrale invisible qui rend ton e-commerce plus fluide, intelligent et surtout plus rentable. Alors teste. Bon, pour conclure tout ça, et je l'ai dit 20 fois, mais en 2025, l'IA c'est plus un gadget. Les marques qui performent seront celles qui sauront intégrer ces changements intelligemment
avec logique et cohérence. Faut pas forcément tout faire, mais il faut le faire bien, il faut tester, il faut automatiser, il faut évaluer et surtout il faut oser lire. En tout cas, merci d'avoir écouté ce premier épisode SutuCast. Aujourd'hui, on a vu les 10 tendances à ne pas sous-estimer en 2025. Bien qu'on ait déjà dépassé avril, mais si vous voulez aborder un thème particulier pour un prochain sujet, n'hésitez pas à commenter pour nous le faire savoir. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à votre entourage, à donner votre avis sur Spotify, YouTube, Deezer, Apple Podcasts ou SoundCloud. Ciao!